Vous asseoir. Reprise des débats. À présent, l'accusation peut poursuivre son interrogatoire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, pourriez-vous nous dire, au sein de la division 801, quelle personne avait le pouvoir de décider du sort des ennemis qui étaient identifiés dans la zone dans laquelle travaillait la division 801? Je ne crains ne rien savoir de cela. Merci, c'est peut-être compliqué, je vais y revenir. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi le centre de rééducation ou de sécurité de Haut-Kanseng a-t-il été créé à un moment donné au sein de la division 801? Je ne sais pas grand-chose à ce sujet. Il est possible que cela ait été un objet de discussion au comité de la division, car à l'époque, la situation à la frontière était un peu chaotique. Beaucoup des membres de l'effectif de l'armée n'étaient pas disciplinés, et c'est pourquoi, dans chaque régiment, il fallait mettre en place un système de discipline pour sanctionner ceux qui ne se conformaient pas à la discipline. Chacune des divisions devait s'occuper de cela de façon efficace. Et c'est pourquoi on a créé un centre pour que les éléments anormaux et mauvais puissent y être détenus. Merci. Vous avez également dit dans votre premier procès-verbal devant les juges d'instruction, document E3/405, à la réponse 6 de ce procès-verbal, je cite, vous avez dit « Ce centre d'Haut-Kanseng a vu le jour au moment où il y a eu l'émergence d'un mouvement des ennemis internes dans le pays tout entier. » Fin de citation. De quoi s'agissait-il quand on parlait de ce mouvement des ennemis internes dans le pays entier? Comme je l'ai dit, il a fallu retirer des gens au sein des unités. Des gens qui étaient au grade de colonel et d'autres hauts gradés ont dû être retirés. La sécurité était une des préoccupations principales. Et l'ennemi aurait pu profiter de cela pour faire empirer les choses. Et c'est pourquoi on a créé le centre.
Merci. Est-ce que vous vous souvenez de la période à peu près durant laquelle ce centre a été mis en place et où vous avez pris vos fonctions de directeur de ce centre? C'était vers la fin de l'année 1976 qu'il a été créé. Et j'ai été en charge du centre pendant 2 ans environ. Merci. Alors, concernant les militaires qui étaient envoyés à Ô Can Seng, qui les envoyait chez vous? Est-ce que le centre avait un quelconque pouvoir d'arrêter ou de décider, ou bien c'était au niveau de la division qu'on prenait des décisions de vous les envoyer? Des gens ont été arrêtés et ont été envoyés à mon centre par le régiment, conformément à une décision prise par le secrétaire de division. Il fallait que des rapports soient envoyés ou établis avant d'envoyer des gens au centre. Merci. Jusqu'à quel grade receviez-vous les militaires à Ô Can Seng? Est-ce qu'il y avait, par exemple, des personnes d'un certain grade qui n'étaient jamais reçues à Ô Can Seng parce qu'ils étaient trop haut placés? Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y avait une distinction qui était faite et quel type de militaires receviez-vous à votre centre de Ô Can Seng? J'occupais un rang équivalent à celui de lieutenant. Donc, ceux qui avaient le grade de capitaine ou de major n'étaient pas envoyés à ce centre. Les gens que nous avons reçus au centre étaient, par exemple, les chefs adjoints des branches du parti. C'est le genre de gens qui étaient envoyés au centre. Est-ce que vous avez obtenu des informations à l'époque sur l'endroit où des hauts gradés étaient envoyés s'ils ne l'étaient pas à votre centre? Est-ce que vous avez entendu des informations concernant les capitaines, les majors, les colonels, etc., qui auraient pu être arrêtés à cette époque? Ces gens ne pouvaient être envoyés qu'à un seul endroit, c'était Phnom Penh. J'ai entendu dire que ces gens qui avaient disparu avaient été envoyés à Phnom Penh pour étudier. Certains s'y sont rendus en voiture ou même par hélicoptère. Merci. Et comment l'avez-vous entendu? Est-ce que ce sont des choses qu'on disait au sein de la division 801 ou c'est quelque chose qu'on vous a dit lors d'une réunion? Est-ce que
Sosaroun en a parlé à un moment donné ou pas? Ils ne nous l'ont pas dit. Mais comme vous le savez, on ne pouvait cacher ces renseignements. Lors de conversations, les gens se parlaient, car les disparitions de collègues avaient été remarquées, et donc on se demandait en conversation ce qui leur était arrivé. C'est comme ça que l'on l'a appris. Le président. Merci. Alors, on va essayer de déterminer de manière assez précise le contexte qui avait lieu, le contexte sécuritaire qui présidait dans la région du Nord-Est au moment de la création du centre, ainsi que la période exacte de création. Et pour ce faire, je voudrais montrer aux témoins et faire afficher à l'écran le document E3 barre 1164, E3 1164. Il s'agit d'un rapport envoyé le 25 novembre 1976 par Reun du comité du parti de la division 801 à Oncle Aîné 89. Et avec votre permission, Monsieur le Président, je voudrais lire 3 passages pertinents de ce document. Le président. Oui, allez-y. Alors, le premier passage se trouve sous le titre 2, qui est à la 2e page. En khmer, c'est-à-dire 0052325. Non, je crois que c'est la page 3, pardon. La page 3 dans les 3 langues. Le rapport parle des ennemis et des réseaux d'affiliation des ennemis au sein de la division 801, et en particulier du régiment 83. Et donc à la page 3, il est dit ceci. Je cite, « Toutes ces informations proviennent des aveux des soldats que nous avons arrêtés dans l'unité 83. » Fin de citation. Le deuxième passage se trouve sous le titre 4 de ce document. Il s'appelle « Un certain nombre de mesures prioritaires ». Et en khmer, c'est la page 000-52327. 52327. En français, 00532754. Et en anglais, 00516711. 00516711. Et sont mentionnées 5 mesures de commandement qui sont donc recommandées par Reun. Premièrement, ceux qui sont soupçonnés d'être des ennemis doivent être impérativement arrêtés. Deuxièmement, quant à ceux qui ont été dénoncés par les ennemis, on doit examiner les documents et demander à ce qu'on les arrête pour l'instant. Troisièmement, ceux qui se déplacent de façon indisciplinée ou qui transgressent la discipline et qui, après la rééducation, s'ils ne se corrigent pas, on doit prendre des mesures à leur encontre en les mettant à côté pour les faire suivre à la trace. Quatrième mesure de commandement, les cadres de compagnie et de section qui ne sont pas actifs, qui sont hypocrites ou qui sont mous, doivent être impérativement saqués. Cinquièmement, ceux qui sont impliqués dans les tendances politiques doivent être saqués les uns après les autres. Un peu plus loin, ceux qui sont bons doivent être laissés, et ceux qui sont contre ou qui ne sont pas actifs doivent être saqués et mis en quarantaine.
En résumé, ceux qui transgressent la discipline et après 3-4 fois de rééducation, ils ne se corrigent pas, il faut les arrêter ou les retirer de l'unité. Fin de citation concernant ces mesures de commandement. Et enfin, ce rapport de Reun à oncle aîné 89 dit ceci. À la toute dernière page, je crois que c'est le dernier paragraphe, il est dit « Cela est le rapport du comité 801. Quant aux opérations des ennemis et aux mesures mentionnées en haut, je vous prie, oncle aîné, de donner votre avis et votre opinion. Nous attendons les recommandations du parti. » Fin de citation. Alors, une première question. Dans le premier extrait que j'ai lu, on parlait d'aveux des soldats arrêtés dans l'unité 83. Et, monsieur le témoin, je vous rappelle que ce rapport date du 25 novembre 1976. Alors, je voudrais savoir si les aveux des militaires du régiment 83 dont on parle ici, est-ce qu'ils ont été recueillis au centre de rééducation de Haut-Kanseng ou non? Le président, monsieur le témoin, veuillez attendre avant de répondre. La parole est à la défense de Nguyen. Maître Coppa. Merci beaucoup, monsieur le président. Je ne vois pas en quoi cette série de questions cadre avec les limites du procès, comme la Chambre les a définies. On parle ici de centre de sécurité et les questions ne semblent pas vraiment se conformer au cadre que la Chambre a établi pour le procès, donc j'aimerais savoir ce qu'il en est. Monsieur le Président, concernant le centre de rééducation d'Haut-Kanseng, nous n'allons pas nous étendre sur les conditions de détention, ce genre de choses qui ne rentreraient pas dans le cadre de ce procès. Par contre, il nous intéresse de savoir, en tant qu'unité faisant partie de la division 801, en quoi cela s'inscrivait dans la structure de la division, d'une part. Deuxièmement, nous allons nous intéresser aux communications qui avaient lieu entre le centre de rééducation et les échelons supérieurs. Et troisièmement, nous nous intéressons à la politique concernant les ennemis et à la question de savoir qui avait le pouvoir de décider concernant les ennemis, savoir fallait-il les libérer, les exécuter, les emprisonner, et qui avait ce pouvoir au sein de la division 801, qui avait ce pouvoir éventuellement à Phnom Penh. Tous ces thèmes qui ont une relation avec le centre d'éducation de Haut-Kanseng, dont monsieur le témoin était le directeur, nous semblent appropriés. Par ailleurs, il y a un certain nombre d'informations que monsieur le témoin est susceptible de nous donner, justement en raison de ses fonctions comme directeur de ce centre de rééducation, étudiant notamment les histoires qui étaient révélées par les détenus sur place. Voilà ce que j'ai à répondre, Monsieur le Président, et je demanderai de pouvoir avoir une réponse à la première question que j'avais posée. Le président. La Chambre rejette l'objection. En effet, la question ne porte pas nécessairement sur le centre d'Haut-Kanseng, mais plutôt sur les structures militaires.
Donc, le témoin doit répondre à la question, s'il s'en souvient. Je n'ai rien à dire à ce sujet, je n'ai pas de réponse pour vous. Ce que le procureur a dit me fait du sens, mais je ne suis pas en mesure d'ajouter quoi que ce soit. Merci. J'ai lu donc 5 mesures de commandement qui étaient proposées par Reun à Banque 89. Et je les rappelle rapidement, c'est-à-dire ceux qui sont soupçonnés d'être des ennemis doivent être arrêtés. Ceux qui ont été dénoncés par des ennemis, on doit également les arrêter en attendant d'examiner les documents. On a parlé d'arrestation de ceux qui étaient indisciplinés, non plutôt de suivre à la trace tous ceux qui étaient indisciplinés. On a dit dans ces recommandations que devaient être saqués les cadres de compagnies de section qui ne sont pas actifs, qui sont hypocrites ou qui sont mous, et que ceux qui avaient des tendances politiques devaient être saqués et mis en quarantaine. Est-ce qu'au sein de la division 801, ces 5 mesures de commandement ont été envoyées au cadre de la division 801 et est-ce qu'elles ont été appliquées? Ces mesures que vous avez citées ont sans doute été mises en œuvre dans d'autres unités, mais ce n'était pas le cas chez moi. En tant que directeur du centre de rééducation de Haut-Kanseng, les gens qui vous étaient envoyés et qui étaient des militaires de la division 801, est-ce qu'ils correspondaient à ces catégories d'ennemis ou de personnes indisciplinées dont on a parlé dans ce rapport? Je ne crois pas bien comprendre cette tâche. Je devais recevoir ceux qui m'étaient envoyés. Merci. Je vais passer au sujet des communications entre le centre d'Haut-Kanseng et la division 801. En tant que directeur du centre, à qui deviez-vous faire rapport au sein de la division 801? Il y avait différents moyens de communication, plutôt, il y avait différents rapports sur les questions économiques et sur d'autres questions. En fait, c'est 06 qui s'occupait de cela. Et par la suite, il m'a dit de ne plus lui rendre compte, mais plutôt de rendre compte directement au commandant de la division. Quand vous parlez de 06, est-ce que vous faites référence à une personne en particulier ou bien à l'unité 806? Je n'ai pas bien compris votre réponse. Est-ce que vous pourriez préciser? Au sein de 806,
il y avait 3 bataillons. Chacun de ces bataillons avait un secrétaire ou un chef. Et il fallait rendre compte au chef de bataillon. Quant au rapport que nous avions, par exemple, les informations qui provenaient des aveux, cela n'était pas envoyé au chef de bataillon, mais bien au commandant de division. Merci. Concernant les rapports que vous envoyez par rapport aux aveux qui étaient recueillis au centre, à quelle fréquence envoyez-vous ces rapports au commandant de la division, Sow Sarun? Je ne m'en souviens pas. Ces détails m'échappent, ça fait très longtemps. Je présume qu'il s'agisse, cela dépendait en fait de l'urgence. Si c'était quelque chose de très important ou si c'était urgent, les rapports étaient plus fréquents. Merci. Est-ce que vous pourriez donner des détails sur le contenu des rapports ayant trait aux aveux? Quel était le but d'envoyer ces rapports au commandant de la division? En quoi est-ce que ces rapports étaient utiles au commandant de la division? C'était pour lui permettre de prendre une décision. Car soit c'était sur des questions politiques, ou si c'était une tendance qui se créait, ou si c'était un cas particulier et c'était à lui de décider s'il fallait prendre des mesures disciplinaires à l'encontre de la personne en question. Voilà la nature des rapports qui lui étaient envoyés. Et plus précisément, quel type de décision était prise ou communiquée en tout cas par Sow Sarun? Est-ce qu'il prenait des décisions de libération? Est-ce qu'il prenait des décisions concernant la nécessité d'interroger davantage des personnes? Est-ce qu'il prenait des décisions d'exécution? Il m'est difficile de tirer des conclusions à ce sujet. Moi-même, en effet, je ne recevais pas d'instructions consistant à exécuter telle ou telle personne. Les infractions commises n'étaient pas à caractère criminel. Il pouvait s'agir de cas isolés ou encore de personnes dénoncées. Ce n'avait rien de criminel. Concernant ce type d'infraction, il était difficile de décider immédiatement d'une exécution. Un nombre croissant de gens ont été envoyés. Il a fallu examiner de façon approfondie le processus. Il n'a pas donné d'instruction comme quoi il fallait exécuter telle ou telle personne au motif qu'un acte de trahison aurait été commis. Merci, je vais revenir sur ce point plus tard. Vous avez dit dans votre premier procès verbal d'audition devant les enquêteurs, c'est-à-dire E3/405, à la question et la réponse 8, vous avez dit ceci. Parmi les fautes de
des prisonniers militaires, il y avait d'une part le fait qu'ils ont été cités dans des procès-verbaux des aveux, et d'autre part qu'ils ont été clairement dénoncés par des aveux qui ont été faits à Phnom Penh même. Fin de citation. Donc vous avez fait une distinction entre ceux qui étaient cités dans des procès-verbaux d'aveux de votre centre et ceux qui avaient été dénoncés dans des aveux faits à Phnom Penh. Pouvez-vous nous dire exactement comment les aveux qui avaient été recueillis à Phnom Penh ont pu vous être communiqués? Et s'il y avait plusieurs façons par lesquelles ces aveux vous étaient communiqués? Pardon, je voudrais préciser, il s'agit bien des aveux recueillis à Phnom Penh. Comment étaient-ils communiqués à votre centre? Je recevais des aveux et en général c'était par le biais d'un message du bureau 05. Il y avait là le nom des personnes dénoncées dans les aveux de telle ou telle personne. Il y a eu un autre cas, celui d'un certain No, quelqu'un qui venait de l'état-major et qui est venu là où j'étais pour y rester un certain temps. Il a posé des questions sur les gens qui avaient été dénoncés et sur ceux qui faisaient partie de la division 801. Merci. D'abord une précision, vous avez dit que la plupart de ces aveux étaient reçus via le bureau 05. Est-ce que vous pouvez préciser s'il s'agit d'une référence au nom de code de Sosarun qui était TA05 ou bien s'il s'agit d'autre chose? Effectivement, c'était le nom de code de Sosarun. Est-ce qu'il est arrivé que le messager de Tasarun lui-même vienne vous donner ses dépositions ou bien s'agissait-il d'une autre façon de procéder? Pour que ce soit clair, parce que je n'ai pas tout à fait compris tout à l'heure. Parfois, les documents étaient remis de main à main et parfois j'étais appelé pour aller récupérer les documents à son endroit. Est-ce qu'il y avait des aveux qui avaient été recueillis à Phnom Penh qui entraient en votre connaissance parce qu'ils accompagnaient les personnes qui entraient dans votre centre? Est-ce que c'est arrivé? Effectivement. Et savez-vous comment Sosarun recevait-il lui-même ses confessions, ses aveux de Phnom Penh? Est-ce que vous avez obtenu des éléments d'information à ce sujet? Il disposait de toutes sortes de communications radio. Merci. Vous avez parlé de No qui venait de l'état-major. Est-ce que, pour que ce soit clair là aussi, est-ce que cette personne a amené des aveux de Phnom Penh?
បាទគាត់មានឯកសារពីនោះមកពីព្រោះគាត់ Oui, il a apporté avec lui certains documents, lesquels étaient en rapport avec le travail là où moi j'étais. Est-ce que les aveux que vous avez vus en provenance de Phnom Penh émanaient essentiellement de militaires de la division 801 ou de cadres de la zone nord-est? Tous venaient de la division 801, car certaines personnes avaient été retirées. Est-ce que vous vous souvenez soit du nom de certaines de ces personnes ou soit des fonctions qu'occupaient ces personnes lorsqu'elles sont passées aux aveux à Phnom Penh? Je ne me souviens d'aucun nom, je les ai tous oubliés, cela fait bien longtemps. Est-ce que Saosarun vous a donné des instructions précises concernant ce qui était mentionné dans les aveux venant de Phnom Penh, concernant ce que vous deviez en faire, quel était le but de leur transmission? Oui, il me disait d'être vigilant dans le travail en demandant par exemple où en étaient les choses. S'il y avait là des problèmes graves ou systématiques, de nouvelles mesures devaient être prises. Est-ce que Saosarun vous a demandé d'enquêter auprès des personnes qui étaient détenues dans votre centre concernant les faits qui avaient été dénoncés dans les aveux en provenance de Phnom Penh? Parfois, oui, car certaines personnes avaient été mises en cause. Cela dit, cela n'était pas très grave, mais on avait peur qu'ils essayent de prendre la fuite, auquel cas ils devaient être recapturés. Merci. Je voudrais vous demander, monsieur le témoin, si vous connaissez une personne du nom de Keo Sarun alias Seng. Keo Sarun alias Seng, au sein de la division 801. Je connaissais seulement Keo Sarun, mais je ne sais pas si c'est le même que Keo Sarun alias Seng. La personne que je connaissais était le commandant du 81e régiment. Est-ce qu'il faisait partie également du comité de la division 801 en tant que commandant du régiment 81? Il était commandant du régiment 81. Est-ce que vous savez ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'il est resté toute la période du Kampuchea démocratique à ce rang? Est-ce qu'il a occupé ces fonctions jusqu'à la fin, en 1979? Ou bien savez-vous ce qui lui est arrivé?
បាទក្រោយមកគាត់ចូលក្នុងគណៈកម្មាធិការរបស់801 Plus tard, il est devenu membre de la division 801 vers la fin du régime. Après un certain temps, il a été convoqué à une session d'études à Phnom Penh, après quoi il a disparu. Dans votre troisième procès-verbal d'audition E3 407, à la réponse 7, vous avez précisé que Keo Sarun avait disparu au cours de l'année 1977, lorsqu'il a été convoqué à Phnom Penh. Est-ce que vous confirmez cette année 1977 comme année d'arrestation de M. Keo Sarun? C'est exact. Je voudrais, Monsieur le Président, montrer aux témoins et afficher le document qui porte la référence D108/26.86. D108/26.86. Il s'agit d'une liste de prisonniers de S-21 intitulée « Nom de prisonniers écrasés le 9 décembre 1977 ». En tout cas, ça c'est un des titres qui figure à l'intérieur du document. La page que je voudrais montrer est la page en khmer 0000 9298. 4 x 0 9298. En anglais 00 87 36 22 ou plus simplement la page 501. Sur cette liste, j'attirerai l'attention du témoin sur les numéros 183 à 191 de la deuxième page du document que je voudrais lui remettre. Merci. Le président, je vous en prie, allez-y. Voilà, monsieur le témoin, c'est bien la deuxième page. Je crois que j'ai surligné en bleu les différents numéros, en espérant ne m'être pas trompé de ligne. Il n'y a pas d'IRN en français pour ce document. Je vous demanderai de nous dire si au numéro 189, la personne qui est mentionnée, c'est-à-dire Keo Sarun alias Seng, membre de la division 801, entré à S21 en mai 1977, est-ce que c'est bien le Keo Sarun dont vous nous avez parlé juste maintenant? Effectivement. Alors, sur la même page, au numéro compris entre 183 et 191, il y a d'autres noms de cadres de la division 801. Est-ce que vous connaissez certains des noms qui apparaissent sur cette liste? Pao Som-on, Toitson, je ne connaissais que ces trois personnes, y compris Keo Sarun. Merci. Je voudrais maintenant, Monsieur le Président, avec votre autorisation, montrer un autre document en référence à Keo Sarun. Il s'agit du document D267/2.2. Donc D267/2.2. C'est la confession de Keo Sarun à S21. Monsieur le témoin,
Tout d'abord, en guise d'introduction, vous avez mentionné dans vos auditions devant les enquêteurs des juges d'instruction avoir vu certaines confessions annotées. Et je voudrais alors montrer une des pages de cette confession, qui est la page en Khmer 0041 4996 et en anglais 00783155, et pour lui demander de regarder les annotations qui figurent sur cette page. Avec votre autorisation, Monsieur le Président, je demanderai également d'afficher cette page à l'écran. Le Président. Allez-y, je vous en prie. Je vais lire l'annotation qui est attribuée à Dutch, qui est signée Dutch, à frères respectés. Elle est datée du 5 juin 1977 et je vais la lire en anglais parce qu'il n'y a pas de traduction française, je crois, de cette page-là. Et je donne un petit temps aux interprètes de s'adapter. Donc voilà ce que cela dit en anglais. I quote. Je cite. Interrogé sur la situation dans l'unité de A. Kyo Saren, il a fait rapport comme quoi il y avait jusqu'à 58 personnes infiltrées dans son réseau de traîtres dans la division 801, dont certains étaient Chom, Lem, Nat, Ton, que Narong, alias Bao, lequel avait déjà été envoyé vers la base. Fin de citation. Seul témoin, la première question que j'aurais, même si cette annotation est en noir et blanc et pas en rouge, est-ce que vous reconnaissez l'écriture de cette annotation ? Non, je ne reconnais pas cette écriture. Mais je connais peut-être le dénommé Chaum qui a été retiré. Et quelle était la fonction de ce dénommé Chaum au sein de 801? Chaum était responsable d'un bataillon. Est-ce que ce dénommé Chaum a été détenu au centre d'Okanseng ou non? Non. Il avait été envoyé. Quand vous dites qu'il avait été envoyé, vous voulez dire qu'il avait été envoyé à Phnom Penh? Est-ce qu'il a disparu? Nous avons entendu qu'il avait été envoyé à Phnom Penh, après quoi il n'est jamais revenu au bureau. Lorsque vous avez entendu qu'un certain nombre de cadres, vous avez cité Ta Ya au niveau de la zone, vous avez cité maintenant Chaum, Keo Sarun, est-ce que, donc, lorsqu'ils étaient convoqués à Phnom Penh, est-ce que vous avez jamais entendu d'informations concernant
l'entité à Phnom Penh qui les avait convoqués. Je n'avais pas de détails là-dessus. Ça dépendait de leur propre chaîne de commandement, autrement dit des instructions du chef de division. Merci. Quelques questions concernant les instructions que vous pouviez recevoir en tant que chef du centre de rééducation de Ho Kan Seng. Est-ce que Sao Sarun vous envoyait des instructions concernant une distinction qui devait être faite entre des personnes qui avaient commis des délits mineurs et des personnes qu'il fallait surveiller étroitement? Oui, il m'a envoyé ce document. Les instructions étaient les suivantes. Si la nature... Enfin, ça dépendait de la gravité de l'infraction commise. Merci. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez évoqué les exécutions. Vous n'avez pas été très explicite là-dessus. Est-ce que parmi les gens qui avaient commis de graves infractions, certains ont été emmenés pour être exécutés? Et je ne parle pas du fait que ce serait le centre lui-même qui aurait procédé aux exécutions, mais est-ce que des gens ont été emmenés par d'autres membres de la division 801 pour être exécutés lorsque vous étiez le directeur du centre? En ce qui concerne les exécutions, moi-même, je n'ai jamais donné d'ordre dans ce sens, parce qu'il ne s'agissait pas de criminels. Même pour ceux qui avaient commis des infractions graves, ils n'étaient qu'enchaînés, car nous n'avions pas d'informations complètes sur eux. Cela dit, certains d'entre eux ont blessé un de mes gardiens. Une bagarre a éclaté et quelqu'un est mort. Il y a eu un autre incident. Une personne qui était enchaînée s'est enfuie. On lui a donné la chasse et cette personne a trouvé la mort dans ces circonstances. Mais les gens n'ont jamais été autorisés à aller travailler à l'extérieur, après quoi ils auraient été exécutés. Par rapport au groupe de 6 personnes, j'ai reçu les instructions de Sao Sarun comme quoi il fallait les exécuter. Vous avez dit dans votre premier procès verbal, E3/405, à la réponse 16, vous avez dit, je cite, « La plupart des exécutions de prisonniers que l'on n'a pas réussi à corriger ont eu lieu à la fin de l'année 1978. À part les 6 personnes dont vous venez de mentionner l'existence, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont été reçues au centre et qui par la suite ont été exécutées ? » Comme je l'ai déjà dit, il y avait 3 autres personnes. Compte tenu de leur réaction et compte tenu du fait qu'ils avaient fait du tort à l'un de mes gardiens, mais à part ça, personne n'a été envoyé pour se faire exécuter.
En tant que directeur du centre, un des buts était de recueillir les aveux des détenus. Est-ce que vous avez reçu des ordres de la hiérarchie de la division 801 quant à la nécessité de recourir à la torture sur les personnes qui refusaient d'avouer? Le président. Témoin, veuillez attendre. La parole est à la défense. Maître Coppe. Merci, Monsieur le Président. Objection. Ces questions ne relèvent pas du cadre du procès. Il n'est plus question de structure, mais bien d'exécution concrète au sein d'un centre. Nous ne sommes donc pas ici dans le cadre fixé pour ce procès. Merci, je vais répondre, Monsieur le Président. J'ai bien précisé que la question était de savoir si des ordres avaient été transmis par la hiérarchie de la division 801. Il s'agit donc de communication interne à la division 801. Et ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir si cela existait et aussi, par la suite, de savoir s'il y avait des communications entre la division 801 et le centre. Donc, je crois que dans la limite de ce biais de la communication, je pense que cette question est acceptable, Monsieur le Président. Le président. Co-procureur, je vous prierai de reformuler votre question. Vos questions doivent porter sur les communications et les structures, et non point sur le fonctionnement du centre de Okansang. Merci. Je voudrais vous demander concernant la libération éventuelle de détenus du centre. Est-ce que, comme pour le reste, est-ce que ce n'était pas vous qui aviez ce pouvoir de décider, mais est-ce que c'était au niveau de la division, du secrétaire de division, qu'il y avait un pouvoir de décider éventuellement d'une libération? Effectivement. Concernant les décisions justement à prendre par Sosarun, vous avez dit que vous enviez des résumés d'aveux pour qu'il puisse prendre des décisions. Est-ce que lors de réunions, de communication avec lui, est-ce qu'il a jamais parlé du fait que lui-même devait parfois s'en référer au centre du parti, à Phnom Penh, et attendre des décisions du centre avant de décider du sort d'un prisonnier? Cela faisait partie des politiques secrètes
Je ne crois pas que nous avions le droit d'être informés. Le président. Merci, monsieur le procureur et monsieur le témoin. Il est en effet venu de lever l'audience. Le temps est venu de lever l'audience. Nous reprendrons lundi le 14 janvier 2013. Monsieur Samsay, votre déposition n'est pas encore venue à son terme. La Chambre aimerait vous entendre à nouveau lundi matin. Les débats commenceront comme d'habitude à 9 heures. Votre avocat est aussi convié à la même heure. La Chambre demande maintenant à l'huissier d'audience de faire le nécessaire pour accommoder le témoin pendant la suspension. Garde de sécurité, veuillez raccompagner les accusés au centre de détention et vous assurer qu'ils soient de retour au prétoire à 9 heures lundi, à l'exception de Yang Sari, qui, lui, suivra les débats depuis la cellule de détention temporaire. L'audience est levée.